Vous écoutez Le Troisième Reich sur table d'écoute, deuxième partie. Le 19 avril 1942 au soir, il capte les premières conversations. Jung intercepte plus de 60 communications. L'importance du trafic est telle qu'il doit faire une sélection. Il faut au plus vite recruter un deuxième opérateur, puis un troisième. Ils entendent les voix des plus éminents dignitaires du Troisième Reich, jusqu'au jour où... C'est lui. Mais c'est pas possible. J'en suis sûr. La voix qu'ils viennent d'écouter est celle d'Adolf Hitler. Ils entendent les conversations les plus secrètes et intimes du Führer. C'est ainsi que les hommes de Keller apprennent une information capitale. Le général Giraud s'est évadé de la forteresse de Königstein en se laissant glisser le long de la falaise, à 50 mètres du sol. Hitler est rentré dans une colère noire. Le Führer a même offert une récompense de 100 000 marks pour sa capture. Giraud, après un périple de 800 km en chemin de fer, rejoint l'Alsace, puis Vichy. Les informations continuent à tomber. Combo est sidéré de la richesse des écoutes. Il surgissait des renseignements d'une valeur incomparable sur les unités, leur stationnement, leurs effectifs, leurs armements, la composition nominative de leurs états-majors. Les forces aériennes livraient la situation des escadrilles, leurs pertes, les effets des raids alliés. Les comptes rendus échangés entre Kiel et les bases sous-marines de la Manche et de l'Atlantique nous apprenaient la constitution des flottilles, les mouvements des bateaux, leurs pertes, leurs avaries, leur ravitaillement, le déficit des équipages, et donnaient même des renseignements sur les opérations allemandes en mer du Nord et en Norvège. Régulièrement, les hommes de Keller apprennent en écoutant la Gestapo que des résistants vont être arrêtés. Les opérateurs les font alors prévenir, ce qui leur permet de s'échapper à temps. Les 3 opérateurs vont se relayer sans discontinuer pour écouter les informations les plus importantes, prendre en sténo, traduire, les transcrire à l'encre sympathique entre les lignes de supports différents. Lettres, rapports, factures, contrats, ouvrages techniques. C'est sous cette forme que les informations secrètes sortent du pavillon. C'est Combo qui se charge de la transmission quotidienne de ces documents au SR, les services de renseignement. Il fallait préparer les filières de transmission rapide des renseignements recueillis vers les commandements français et alliés. Elle commence par des courriers sûrs, des résistants, des ambulants des PTT et de la SNCF, des employés des wagons-restaurants et des wagons-lits. Les informations sont démarquées. Pour effacer toute trace d'origine, elles portent pour seule mention « source très sûre ». Puis triées par le SR, elles sont transmises aux alliés sous le nom de code « source K ». Pour le réseau Vengeance, c'est le capitaine Badré, alias Bird, du SRR, qui opère du fond de son jardin à Bellerive, dans la banlieue de Vichy, en utilisant un matériel de radiotransmission emprunté au ministère de l'Air. C'est ce réseau qui se charge de faire passer les informations recueillies à l'intelligence service britannique. Les écoutes du câble Paris-Metz dépassent tellement les espérances que Keller, Combo et Sueur orientent toute leur attention vers l'autre grand câble utilisé par les responsables du Reich, le câble Paris-Strasbourg. Il comporte un plus grand nombre de fils, 484, et pourrait être plus productif encore. Une seconde opération est donc décidée. En juillet 1942, la nouvelle aventure commence selon le même processus. Un pavillon discret est trouvé à Livry-Gargan, à 16 km de Paris, à proximité immédiate de la ligne. Fin août, l'installation du local est prête. La dérivation va pouvoir commencer sans tarder. Mais à ce moment-là, la Wehrmacht, qui a décidé d'implanter une unité à l'est de Paris, envoie un détachement à Noisy-le-Grand,
là où se trouve le premier poste d'écoute, pour réquisitionner à tout va, bâtiments, maisons, chambres. Les habitants sont angoissés pour leurs propres biens et des réclamations arrivent à la mairie, notamment du quartier de la Dérivation. On ferait mieux, dit l'une, de s'intéresser aux individus suspects, vivant d'on ne sait quoi, qui ont un pavillon, même pas trop meublé. À la mi-septembre, les commérages vont bon train dans le quartier. Ce seraient des espions allemands, ou encore des gars du marché noir. Il ne faut pas oublier que Jung a un accent allemand. Simoneau averti, transmet l'ordre de ses chefs d'évacuer au plus vite. Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1942, l'opération de démontage est lancée. Mais retirer l'installation présente les mêmes risques que ceux encourus lors de la mise en place de la dérivation. Guillot et Matron réalisent les épissures et les soudures pour rétablir la continuité de chaque circuit et leur isolation. Une fois les 70 circuits rétablis, ils repoussent le câble dans la gaine de protection et rebouchent le trou du mur. Quelques jours après, les nazis s'installent dans le pavillon de Noisy-le-Grand. Ils ne peuvent imaginer que peu de temps auparavant, Hitler était encore ici, sur table d'écoute. Keller est un homme éreinté. À la tête d'une action clandestine titanesque, il ne doit rien en laisser paraître aux Allemands et remplir avec une diligence extrême son rôle de grand réparateur des pannes. Pourtant, il ne faiblit pas. L'arrêt des écoutes de Noisy-le-Grand rend plus crucial encore l'accélération des travaux de dérivation à Livry-Gargan. Le 27 septembre 1942, Keller repère l'endroit exact où il va falloir creuser. Mais il faut attendre un prétexte pour intervenir sur le câble. Le 15 décembre 1942, miracle. Keller est convoqué 97 Champs-Élysées, où le chef de la Feldschaltabteilung lui ordonne d'établir pour son PC de Saint-Germain une ligne reliée au câble Paris-Strasbourg. Le lendemain même, on peut ouvrir le chantier de Livry-Gargan, tout à fait officiellement. Sur le trajet, les contrôles sont nombreux. Mais Keller possède un ordre de mission. Même processus. 3 tranchées sont creusées dans la chaussée à la hauteur du pavillon. À tout moment néanmoins, peut survenir au bord de la tranchée un technicien allemand superviseur, qui ne manquerait pas de trouver l'activité de l'équipe étrange. Le travail est ici moins clandestin, puisque les perturbations électriques enregistrées dans les stations de surveillance sont justifiées par des travaux officiellement commandés. Au matin, tout est terminé. La mise en service est faite, et à la fin de la journée, les écoutes commencent. Cependant, le contexte militaire et politique n'est plus du tout le même. La zone libre a été envahie et la France est désormais entièrement occupée. Le 29 novembre 1942, l'armée d'armistice a été dissoute. Une partie des officiers du SR a choisi la clandestinité avec leur chef, le colonel Rivet. Combault est de ce fait coupé de Simoneau. Plus de subsides pour la source K. Combault part chercher désespérément à travers la France des résistants équipés d'un moyen de liaison avec la Grande-Bretagne. Pendant ce temps à Paris, le 23 décembre 1942,
2 nazis se présentent au domicile de Keller, 2 rue du Docteur Landouzy dans le 13e arrondissement. Keller est alors sur un chantier. Une lettre anonyme l'a dénoncé comme agent gaulliste, espion à la solde des Anglais, sans plus de précision. Les hommes fouillent l'appartement. Ils trouvent quelques cartes de visite, un schéma de câble, rien de très compromettant. Ils se contentent donc de téléphoner au PTT pour ordonner que Keller se présente au siège de la Gestapo. Keller pourrait alors s'enfuir, mais il refuse de mettre en danger sa famille et d'abandonner ses camarades. Il tente de prévenir Combo, qu'il ne trouve pas chez lui. Il est reçu par l'épouse de ce dernier. En vain, ma femme l'a supplié de s'enfuir, lui disant que je lui en aurais donné l'ordre si j'étais présent. Il refusa. Il ne voulait pas, disait-il, que les Allemands, par sa faute, puissent faire le moindre mal à son épouse. L'ingénieur Keller passe ensuite à son bureau pour détruire certains documents et faire disparaître son pistolet. Enfin, il se rend à la Gestapo rue des Saussets. Premier interrogatoire, assez général, plutôt vague. Il ne semble pas que les Allemands aient beaucoup d'informations. Mais tout à coup, arrive le vérificateur de Paris-Saint-Amand, Georges Lobreau. Il vient d'être torturé pendant 2 heures. Voyant que les Allemands sont au courant de son travail à Livry-Gargan, il n'a pas nié. J'ai répété les instructions de M. Keller, en ajoutant même que j'étais persuadé de travailler dans l'intérêt des armées allemandes. Ce que Keller confirme lors de cette confrontation. À la fin de l'après-midi, un coup de fil fait changer l'attitude des Allemands. Des officiers ont trouvé des documents concernant la reprise de la ligne Saint-Germain sur le câble Paris-Strasbourg. Or, depuis quelques jours, la Gestapo est persuadée que des fuites se produisent sur les circuits de ce câble. L'interrogatoire s'oriente vers les travaux effectués à Livry-Gargan. Lobreau témoignera de la suite. Tard dans la soirée, on m'a fait monter dans une voiture gardée par des SS. Dans une autre voiture, et dans la même situation que moi, on a fait monter monsieur l'ingénieur Keller. Puis, une 3e voiture s'est jointe aux autres, et la caravane a pris le chemin de Livry-Gargan. Les voitures se sont arrêtées à l'endroit de la dérivation. Des soldats ont perquisitionné le pavillon et après un certain temps, ont amené un jeune homme près de moi. C'est un opérateur, nommé Riss, surpris en plein travail. Un agent de la Gestapo a demandé si nous nous connaissions. Sur notre réponse négative, nous avons été menottés ensemble. Puis, 2 voitures partirent pour la rue des Saussets, où il y eut une courte confrontation entre M. Keller et Riss. C'est alors que j'appris qu'il avait une carte d'identité au nom de M. Risley. Il est vrai que les hommes de la Source K ne se sont jamais vus. Par mesure de sécurité, le cloisonnement établi par l'ESR est très rigoureux. Les éléments de la chaîne ne sont reliés que par groupe de 2 à 4. Ainsi, les opérateurs n'ont qu'un interlocuteur, Combo. Mais les techniciens des PTT, à l'exception de Keller et de Sueur, ne le connaissent pas. Combo étant le pivot de l'affaire, il est spécialement à protéger. Peu après, les 2 voitures sont parties pour la prison de Fresnes. Arrivés dans le bâtiment 3, nous nous sommes trouvés ensemble et nous avons pu échanger quelques mots. Risley a demandé à M. Keller. « Est-ce ma faute ?» Non, c'est la mienne. Puis, se tournant vers moi, il a dit « Triste Noël pour nos gosses. Tu t'en tireras, mais moi je suis fichu. » J'ai pu savoir que nous avons été dénoncés par une lettre anonyme. Il faudra que tu t'occupes de ça.
Les Allemands, qui se sont rendus compte de notre conversation, nous ont brutalement séparés. Quelques minutes après, nous étions enfermés dans des cellules provisoires. À partir de ce moment-là, je n'ai plus revu les autres. De son côté, Robert Rocard, un des opérateurs de Livry-Gargan, venant prendre son service le 24 au matin, trouve contrairement à l'habitude la grille ouverte. C'est en rentrant de Lyon le matin du 25 décembre que Combaud apprend la catastrophe. Il demande ensuite à un membre de son service de nettoyer son bureau rue Bertrand et rejoint Alger, où se trouvent Badré du réseau Vengeance, Young et Simoneau. L'opérateur Robert Rocard, quant à lui, doit laisser sa femme à la clinique, avec un bébé de 8 jours, déclaré sous un nom d'emprunt. Au cours des interrogatoires suivants, Robert Keller continue de couvrir tous ces hommes, en affirmant qu'ils n'ont aucune connaissance et ne peuvent se rendre compte du but de leur travail. Malgré la torture, Keller ne donne aucun nom. D'ailleurs, Combaud et Sueur ne sont pas recherchés. Si Guillou et Matron sont arrêtés le 17 janvier 1943, c'est parce que la Gestapo retrouve dans les fiches d'emploi du temps leur participation aux travaux. En remontant cette piste, les nazis découvrent aussi les noms des résistants de la compagnie d'assurance, la Nationale, qui ont fourni une couverture professionnelle aux opérateurs. La lettre de dénonciation anonyme adressée à la police française semble provenir d'une personne bien informée. D'ailleurs, la voiture de la Gestapo s'est arrêtée sans hésiter devant le pavillon de Livry-Gargan. Les Allemands sont médusés par la masse de matériel installé à Livry-Gargan. Et certains équipements sont même inconnus des techniciens nazis. Après la guerre, le chef de la Feldschaftsabteilung dira que son supérieur lui avait révélé que la Gestapo savait qu'une table d'écoute existait sur le circuit Paris-Strasbourg. Des agents de la Gestapo, infiltrés dans les équipes techniques, s'étaient-ils aperçus d'anomalies ? Les archives de la Gestapo saisies ne sont guère plus éclairantes. On y trouve cette indication. Interception du câble Paris-Strasbourg par le 2e bureau illégal du ministère français de la guerre à Vichy. 3 jours après l'arrestation de Keller, un rapport est adressé à Hitler par Himmler en personne. C'est dire l'importance du sujet pour le Reich. Concerne installation d'une dérivation sur la liaison principale téléphonique Paris-Strasbourg-Berlin. Le 21 décembre 1942, au cours d'une conversation, le secrétaire général de la police française, René Bousquet, a porté à la connaissance du SS-Brigadeführer Oberg qu'un branchement avait été effectué sur le câble principal de la Wehrmacht Paris-Strasbourg-Berlin, sur la route nationale numéro 3, à la borne kilométrique 20. Comme auteur étaient dénoncés un ingénieur français des télégraphes et un fonctionnaire vérificateur. Les actions entreprises ensuite avec les techniciens experts d'une section de branchement téléphonique de campagne apportèrent la preuve que cette information était fondée. La dérivation était installée dans une villa. Celui qui était chargé des écoutes a pu également être appréhendé. Le dispositif d'écoute est qualifié d'exceptionnel et d'inconnu jusqu'ici par les techniciens experts. Des interrogatoires menés jusqu'ici, il résulte que le dispositif d'écoute a été installé sur ordre du major Bird, officier du 2e bureau de Vichy. Les recherches continuent. Signé Heinrich Himmler.
Bird, pseudonyme de Badré. On voit que les Allemands n'étaient pas totalement informés sur les origines de l'opération, ce qui valait sans doute mieux pour Keller. Nulle part, il n'est question de la première dérivation, celle de Noisy-le-Grand. Est-ce que les Allemands n'en ont pas eu connaissance ? Ou l'ont-ils dissimulé pour échapper à un châtiment terrible ? Les responsables ont sans doute caché aux plus hautes autorités du Reich que leurs échanges avaient été interceptés jour et nuit pendant 8 mois, et que ce fait gravissime s'était produit sous la surveillance de techniciens allemands. La découverte de la deuxième dérivation, celle de l'Ivry-Gargan, dont le fonctionnement n'avait été qu'éphémère, ne pouvait, elle, rapporter que la reconnaissance du zèle et de l'efficacité de la Gestapo. Si l'ampleur des dégâts provoqués par la source K avait été connue des Allemands, il est probable que son principal créateur aurait été condamné à mort plutôt qu'à la déportation. Robert Keller est envoyé au camp d'Oranienburg le 16 juillet 1943. Puis il est transféré à Bergen-Belsen, où il entre au bloc sanitaire en mars 1945, atteint du typhus. Quand le 15 avril 1945, les Britanniques découvrent l'horreur du camp, Robert Keller vient d'y mourir, la veille. Pierre Guilloux, Laurent Matron, Georges Lobreau ont également été déportés. Seul Lobreau est rentré des camps de la mort. Un mois après le débarquement de juin 1944, Combaud s'entretient à Londres avec un officier des services secrets de l'amirauté britannique. Je lui parlais de la source K. Il s'étonna que j'en ai appris l'existence et me dit qu'il ne connaissait pas dans l'histoire des services secrets un épisode plus extraordinaire et inexplicable que celui qui marqua la soudaine apparition et la disparition brutale de cette source mystérieuse qui avait, pendant si longtemps, fait tant de mal à l'ennemi. La source K a bien gardé son secret. Pourtant, son importance est reconnue dès la Libération. Robert Keller est alors fait à titre posthume chevalier de la Légion d'honneur et reçoit la Croix de guerre et la médaille de la Résistance. Ce lion, trop peu connu aujourd'hui, a pourtant réalisé avec sa fidèle équipe de lignards, comme ils aimaient à se nommer eux-mêmes, un exploit unique dans l'histoire de la Résistance. Ce héros illustre particulièrement l'efficacité d'une coopération étroite entre les services de renseignement militaires, les résistants du réseau Vengeance, des agents ambulants de la SNCF, les services des lignes téléphoniques souterraines à grande distance et la complicité de la haute hiérarchie des télécommunications. Mais ce qui demeure le cœur de l'exploit, c'est la part du lion. Celui sans lequel rien n'aurait pu être envisageable. Robert Keller, mort pour la France. À ce jour, malgré de nombreuses recherches, on ignore encore qui est le traître qui a dénoncé l'ingénieur Keller et ses hommes. Vous venez d'écouter Le Troisième Reich sur table d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Le Troisième Reich sur table d'écoute est un podcast coproduit par Initial Studio et Label Image, adapté du documentaire audiovisuel Hitler sur table d'écoute, produit par Label Image et réalisé par Laurent Berger et Marie Gattard. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.